on sait, construire un ordinateur quantique, c'est un sacré défi. Mais le jour où on y parvient, on nous promet de faire des calculs beaucoup plus rapidement, trouver peut-être de nouvelles molécules, des nouveaux traitements en médecine, on pourrait casser les algorithmes de chiffrement. Mais au fond, comment est-ce que c'est réellement possible ? Par quelle magie, ou plutôt par quelle théorie, peut-on effectuer un calcul mathématique plus rapidement avec un ordinateur quantique qu'avec un ordinateur classique ? Aujourd'hui, on va vous présenter un algorithme complètement inutile. Mais il a une vertu, c'est nous apprendre très simplement pourquoi, grâce à l'informatique quantique, on va pouvoir faire certains trucs plus vite que d'autres. Et à l'inverse, pourquoi l'informatique quantique n'aura pas d'impact sur la puissance de nos jeux vidéo, par exemple, ou de l'intelligence artificielle. Et pour enfin comprendre tout ça, Martin va nous prendre par la main de comment on évalue la complexité ou non d'un calcul à cette astuce apportée par l'informatique quantique qui justement change tout. Croyez-moi, aujourd'hui, on va enfin comprendre l'intérêt de l'informatique quantique. Juste avant la vidéo, j'ai un message pour les freelances parmi vous et tous ceux qui galèrent à facturer leurs clients facilement. Si vous n'avez pas de comptable qui s'en occupe pour vous, c'est vite laborieux de gérer tout ça. Il faut remplir les bonnes infos clients, ne pas oublier de mention légale, relancer les gens qui ne payent pas, et il existe plein de logiciels pour faire ça. Mais aujourd'hui, je veux vous en recommander un gratuit. C'est l'application de facturation Odoo qui sponsorise cette vidéo. Ça permet de tout faire. Émettre une facture en quelques clics, suivre les paiements, remplissage automatique, gestion des factures récurrentes, gestion des devises, tout ce qu'on demande à une app de facturation bien faite. Le bonus sympa, c'est que si vous voulez, cette appli s'interface avec toutes les autres applications d'Odoo. Par exemple, dès qu'une facture est payée, ça peut l'envoyer automatiquement dans la comptabilité. Ils ont une formule d'abonnement à partir de 2 applications. Mais si vous avez besoin que d'une, c'est gratuit à vie. Je vous laisse voir en description et on reprend. Pour commencer, je te propose de traiter une question, c'est quels sont les avantages de l'informatique quantique face à l'informatique normale qu'on connaît nous ? Alors c'est une bonne question. Effectivement, quand on nous parle d'info quantique, c'est un peu une technique magique. On nous dit on va faire tout super vite et on nous dit pas concrètement qu'est-ce qu'on va faire. Et surtout, c'est quoi la relation entre la mécanique quantique, qui est une théorie qui a été développée au début du XXe siècle pour expliquer le comportement des particules, de la lumière, et l'informatique. A priori, le lien il n'est pas évident. Et justement, il y a des scientifiques au XXe siècle, dont 2 dont on va parler, parce que c'est eux qui ont créé l'algorithme d'aujourd'hui, qui se sont dit, mais en fait, le comportement de ces particules élémentaires, il est tellement différent de ce qu'on connaît, nous, à l'échelle macroscopique, que ces propriétés, on va pouvoir les utiliser pour pouvoir faire des calculs différemment. Et c'est ce qu'on va voir. Les comportements permettent de faire plein de choses en même temps, que normalement, tu dois faire une par une quand tu utilises un processeur classique. Donc la magie, c'est de passer un peu du séquentiel au parallèle, si on devait Exactement. Lancer C'est une excellente analogie. Le mystère. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire avantage quantique ? Qu'est-ce que concrètement ça représente ? L'avantage quantique, on a cette idée on va prendre un algorithme et on peut le faire plus vite en informatique quantique qu'en informatique classique. Mais déjà, il faut définir ce que ça veut dire plus vite. En informatique, une notion qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la complexité. La complexité, c'est tout simplement le nombre d'opérations qu'il faut pour résoudre ton algorithme en fonction de la quantité de données que tu as au départ. Donc on va prendre un exemple simple, tu as un tableau de chiffres et tu veux compter combien de fois tu as le chiffre 5 dans ton tableau. Bon, tu vas regarder le premier élément, si c'est 5, tu comptes 1, sinon tu comptes 0, puis tu regardes le suivant, etc. jusqu'à la fin. Donc tu as une opération pour chaque élément du tableau. Si tu as n éléments dans ton tableau, ça fait une complexité de n. Donc quand c'est proportionnel, comme ici, n, c'est ce qu'on appelle une complexité linéaire. Ça, en général, un processeur moderne, il fait ça très bien. Tu as 1 million d'éléments, ça te fait 1 million d'opérations. Tranquille. Ensuite, tu as une catégorie de complexité plus élevée. C'est ce qu'on appelle la complexité polynomiale. C'est par exemple, il faut parcourir tout ton tableau n fois. Donc tu vas avoir n fois n opérations, n au carré. Déjà, c'est un peu plus problématique, parce que si tu as 1000 éléments seulement, 1000 fois 1000, 1 million, on voit que ça augmente quand même beaucoup plus vite que linéaire. Ça, en général, ça reste faisable. Et enfin, tu as la troisième catégorie, on pourrait appeler ça les algorithmes maudits un peu, c'est les algorithmes exponentiels. C'est par exemple, à chaque fois que tu ajoutes un élément à ton tableau, tu dois doubler ton nombre d'opérations. Donc tu auras 2 fois 2 fois 2, etc. opérations n fois, ça fait 2 puissance n. 2 puissance n, à partir de 30, déjà, ça fait 1 milliard. Et à partir de 50, c'est impossible à résoudre. Il y a un exemple qui est très connu, qui pour le coup a plein d'applications, c'est ce qu'on appelle le problème du voyageur de commerce. C'est à n villes, et tu connais la distance entre chaque ville, et tu veux trouver le chemin le plus rapide pour connecter toutes tes villes. Ça, c'est un problème qui a plein d'applications concrètes en logistique, dans les GPS.
Et effectivement, à partir de 30 villes, 40 villes déjà, tu pourras jamais résoudre ton problème. Et dans les GPS ou les autres applications concrètes, on utilise des algorithmes qui sont des approximations. On triche, en fait. On triche, exactement. Qui ont des complexités plus faibles, souvent polynomiales, mais tu n'as pas un résultat exact. Donc, c'est pas idéal. Si tu arrivais à les résoudre plus vite, ce serait parfait. Donc, quand on parle d'avantage quantique, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut qu'on trouve un algorithme qui a une complexité en classique qui est plus élevée qu'en quantique. Donc, par exemple, si on peut passer d'une complexité exponentielle avec un processeur normal à une complexité polynomiale ou linéaire avec un processeur quantique, ça, c'est un avantage quantique. Et l'algorithme qu'on va voir aujourd'hui, c'est un exemple de ça, justement. Et alors, justement, cet algorithme, il s'appelle Deutsch. L'algorithme de Deutsch-Józsa. Alors, prononciation approximative, c'est un nom hongrois, mais du nom de David Deutsch et Richard Józsa, qui sont les deux scientifiques qui ont développé cet algorithme. Et alors, justement, qu'est-ce qu'il fait, cet algo? Alors, cet algorithme, le concept, il est assez simple. En fait, tu as une boîte noire. Cette boîte noire, elle contient une fonction. Mais comme toute boîte noire, tu ne peux pas l'ouvrir. La seule chose que tu peux faire, c'est lui envoyer des requêtes, et elle va te donner une réponse. Et le but du problème, c'est de déterminer des propriétés de ta fonction à partir des tests que tu fais. Donc, si on prend un exemple très simple, on va dire que ta boîte noire, elle a un bit d'entrée, soit 0, soit 1, et un bit de sortie. Et le but du problème, c'est de déterminer est-ce que la fonction, elle est constante ou équilibrée. Constante, ça veut dire que quelle que soit l'entrée que tu lui donnes, la sortie, c'est la même chose. Donc, soit il te donne tout le temps 0, ou soit il te donne tout le temps 1. Équilibré, ça veut dire qu'un des bits d'entrée te donne 0, et l'autre bit d'entrée te donne 1. Donc, un exemple de fonction équilibrée, par exemple, c'est ce qu'on appelle la fonction identité en mathématiques, c'est, en fait, il ne change pas l'entrée. Tu donnes 0, il te renvoie 0, tu donnes 1, il te renvoie 1. L'autre cas de fonction équilibrée, c'est ce qu'on appelle la fonction inverse, ou la porte-nom en informatique, c'est ça t'inverse ton entrée. Donc 0 te donne 1, et puis 1 te donne 0. Et la première question qu'on va se poser, c'est, si tu es en informatique classique, tu as un processeur normal, combien il faut que tu fasses de requêtes pour savoir si la fonction elle est constante ou équilibrée? Bah, tu vas tester 0, tu obtiens une réponse. Ensuite, tu vas tester 1, tu obtiens une autre réponse, et tu vas comparer. Si les deux valeurs, c'est les mêmes, c'est constant, et si les deux valeurs sont différentes, c'est équilibré. Donc ici, ta complexité, elle est de 2. Parce que tu as dû faire 2 requêtes pour pouvoir avoir la réponse. En info quantique, on peut faire mieux que ça. Et c'est là qu'on va introduire un concept qui est important en quantique. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est un peu le concept de base de la physique quantique, c'est ce qu'on appelle la superposition. Pour ça, on va prendre l'exemple le plus simple, c'est l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus commun dans la nature, le plus simple. C'est un noyau avec un proton, et tu as un électron qui tourne autour de ce proton. On a souvent l'image d'une petite sphère qui est en orbite autour d'une grosse sphère à cause de la culture scientifique, exactement, une planète. Mais en fait, cette représentation, elle est assez éloignée de la réalité physique. Et une représentation qui est un peu plus précise, ce serait un noyau, donc ça ne change pas, et autour, en fait, un nuage. Et ce nuage, il représente des probabilités de position de ton électron. C'est-à-dire que ton électron, il n'est pas en haut ou en bas, par exemple, il est partout en même temps, avec une certaine probabilité. Et ce qui est très contre-intuitif, c'est qu'au moment où, par exemple, Michael, tu t'ennuies, tu dis, je vais aller regarder la position de mon électron. Tu regardes, au moment où tu regardes, tu fais ce qu'on appelle une mesure. Et à ce moment-là, ton électron va littéralement apparaître, je mets des guillemets parce que le terme est un peu imprécis, mais il va apparaître quelque part sur une des positions possibles. Donc s'il avait 50% de chance d'être en haut et 50% de chance d'être en bas, au moment où tu regardes, il apparaît soit en haut, soit en bas, avec une probabilité de 50%. Le problème, c'est que ce qu'on appelle une mesure, là on a pris l'exemple de quelqu'un qui regarde, mais en fait dans la nature, pratiquement toutes les interactions physiques, c'est des mesures. Si tu as un photon, par exemple, une particule de lumière qui vient frapper ton atome, en fonction de la position de l'électron, le photon ne va pas être absorbé pareil. Donc c'est une mesure. Un choc entre deux atomes, c'est une mesure. Toutes les interactions sont des mesures. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de faire des ordi quantiques en vrai, parce que toi, quand tu fais de l'informatique quantique, tu veux maintenir cet état de nuage. Dès qu'il y a une mesure, tu repasses en fait en informatique classique, puisque ton électron il apparaît à un endroit précis. Cette interaction le détermine. Exactement. Ça s'appelle la décohérence, c'est ça le terme technique pour ça. Et c'est le fait de mesurer, de vouloir savoir, entre guillemets, la position de l'électron qui fait qu'il va repasser dans un état classique et apparaître à un endroit précis. Avant ça, il est partout en même temps. Si on revient à notre fameux problème, est-ce que on peut faire un exemple de ce que ça donnerait, du coup, si on le résolvait avec un ordi quantique? On va l'appliquer, exactement. Notre principe de superposition, on a vu qu'on peut avoir des probabilités d'état. Donc dans notre boîte noire, au lieu de lui donner soit 0, soit 1 en entrée,
on va construire un état superposé. Cet état, il va être 50% 0 et 50% 1. Et ça, on va l'envoyer dans la boîte. Et la boîte, elle a le bon goût de traiter chacune des états indépendamment. Donc, par exemple, si la boîte, c'est la fonction constante égale à 0, 50% 0, ça donne 50% 0, et 50% 1, ça donne aussi 50% 0, puisque le 1 devient 0. Donc, ça te donne 50% 0 plus 50% 0, ça te donne 0, tout simplement. Le fait que ton état superposé passe dans la black box ne le détermine pas. Ça ressort dans un état superposé. Non, c'est exactement, ça ressort dans un état conserve superposé. cet état-là. On conserve cette superposition tant que tu es dans ton circuit. C'est l'intérêt d'un ordi quantique. Un ordi quantique, tu peux faire des calculs tout en gardant la superposition. Donc en fait, sur une fonction constante, pour reprendre l'exemple, notre 50% 0 plus 50% 1, il va nous donner soit 0, soit 1 en fonction de la fonction que c'est. Alors que si c'est une fonction équilibrée, il y a 50% 0, il va nous donner 50% 0, par exemple, c'est la fonction identité. Et 50%, il va donner 50% 1, puisque un des deux donne 0 et l'autre donne 1. Et donc, on obtiendra un état qui est superposé à la sortie, qui est différent des fonctions constantes. Et donc, on voit qu'avec un seul calcul, une seule requête, on a pu déterminer si la fonction elle était soit constante, soit équilibrée à partir de l'état qui sort de la boîte. Et donc, on est passé d'une complexité de 2, avec un ordinateur classique, à une complexité de 1. Parce qu'à ce moment-là, là, dans les exemples que tu montres, on n'a pas encore mesurer. Là, par exemple, on a 50% 0 et un 50% 1. Et en sortie, on a 50% 0 et 50% 1. Si là, par exemple, on mesure et qu'on trouve 1, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour ça qu'on ne va pas mesurer tout de suite. Donc ça, en fait, c'est vraiment pour l'image, pour qu'on comprenne que, en fait, on va obtenir des états différents. Mais quand on va faire le calcul en vrai, on ne va pas mesurer l'état que tu vois à la fin, 50% 0 et 50% 1. C'est pas ça qu'on va mesurer. Okay. On va mesurer un truc un peu différent. Mais dans l'idée, ce qu'on voit, c'est qu'en une seule requête, on peut obtenir des états différents à la sortie en fonction de si la fonction elle est constante ou équilibrée. Oui. Et ça, on l'a fait avec un seul calcul. Donc c'est super puissant. Donc là, on est passé d'une complexité 2 à 1. Voilà. Mais pour l'instant, on n'en voit déjà qu'un seul bit. Oui, mais sauf que là, on va passer au cas général. Le cas général, c'est pareil. Tu as ta boîte noire, tu as un bit de sortie, ça ne change pas. Mais maintenant, au lieu d'avoir un bit d'entrée, tu en as n. Donc, une entrée, c'est une combinaison de n bits. Tu peux avoir 0, 1, 0, 1, etc. n fois. Et le but, c'est toujours de savoir si la fonction, elle est constante ou est-ce qu'elle est équilibrée. Alors, il y a un troisième cas possible, ça pourrait être que c'est pas moite-moite. Tu pourrais avoir une entrée qui te donne 0, toutes les autres qui te donnent 1. Ça, on va dire que c'est pas possible. C'est soit tout pareil, soit moite-moite. Donc la question, c'est déjà combien il y a de combinaisons possibles d'entrées sur ta boîte. Tu as n bits. Le premier bit, ça peut être 0, 1. Donc ça fait 2 puissance n. 2 puissance n, exactement. Tu as 2 fois 2 fois 2, n fois. Maintenant, tu veux résoudre ton problème avec un ordi classique. Combien de combinaisons différentes il faut tester ? Si tu testes la moitié des combinaisons différentes et qu'elles te donnent toutes 0, tu ne sais pas si c'est la fonction constante égale à 0 ou si tu es tombé pile sur la moitié de la fonction équilibrée et que tu n'as juste pas eu de chance. Donc tu en testes une de plus. Et à ce moment-là, si c'est la 0, par exemple, tu sais que c'était constant. Et si c'est un 1, tu sais que c'était une fonction équilibrée. Donc la moitié de 2 puissance n, c'est 2 puissance n divisé par 2, et plus 1. Bon, le détail, on s'en tape un peu. Ce qui compte, c'est de voir que c'est exponentiel. Donc ça veut dire que ce problème-là, à partir de 50 bits d'entrée, en info classique, c'est impossible à résoudre. Jamais tu as la réponse. En info quantique, on va faire le même principe. Tu vas prendre le premier état possible, que des zéros. Tu vas le superposer avec le deuxième état, 1, et que des zéros. Tu vas le superposer avec le troisième état, 1, 1, 0, 0. Tu vas prendre tous tes 2 puissance n états, tu vas faire un bon gros nuage d'états superposés, tu vas balancer ça dans la boîte. On a vu que la boîte, elle va traiter chaque état indépendamment. Donc si par exemple la boîte, c'est la fonction constante égale à 0, chaque état va te renvoyer 0 avec les probabilités, ça va juste te donner 0. Si c'est la fonction constante égale à 1, pareil, ça te donne 1. Par contre, si c'est une fonction équilibrée, on a vu la moitié des états te donne 0 et l'autre moitié te donne 1. Donc en sortie, tu obtiendras 50% 0 plus 50% 1. C'est un état différent. Donc en fait, avec juste une entrée, j'ai obtenu un résultat différent en fonction de si c'est constant ou équilibré. Oui. Donc je suis passé d'un truc que tu ne peux pas résoudre à une entrée, c'est instantané. Je peux avoir 1 milliard de bits d'entrée. En quantique, j'obtiens instantanément mon résultat. C'est dingue. C'est dingue. Trop stylé. Parce qu'en fait, on a testé tous les états d'un coup, en les superposant. C'est ça, en fait, la magie. Et donc, ta complexité, elle passe de 2 puissance n, impossible, à 1. Voilà. Ça, c'est ça l'algorithme de Deutsch.
Et on le rappelle, hein, il ne sert à rien. C'est-à-dire que Il ne sert à rien. il n'existe aucun domaine où ça, tel quel, est utile. Mais c'est effectivement à portée d'esprit pour comprendre qu'il existe une gamme de problèmes qui rentrent dans la sphère de ce qui est possible de résoudre. Et en fait, surtout, il sert à rien, mais il te donne quand même une très bonne intuition de quel type de problème bénéficie de l'informatique quantique. Vous donniez l'exemple tout à l'heure en disant ça sert pas à grand-chose en 2024 d'avoir un PC quantique chez toi, parce que si tu joues à un jeu, par exemple, l'ordi quantique, il va pas servir à grand-chose. Effectivement, quand tu joues à un jeu, ce que fait ton processeur, ou ta carte graphique en l'occurrence, c'est d'afficher des images sur ton écran, et essayer d'en afficher le plus possible, 50, 100, 150 par seconde. Afficher une image sur un écran, intuitivement, je dirais que c'est linéaire avec le nombre de pixels, donc c'est une complexité en n. Un ordi quantique, il fera pas mieux, tu pourras jamais être instantané là-dessus. Et même, il fera probablement ça moins bien parce que tu auras moins de qubits dans ton ordi quantique que de bits sur un processeur normal pour des raisons d'ingénierie. Donc ça, les ordis quantiques, pour les tâches très simples qu'il faut faire plein de fois, très mauvais. Par contre, les problèmes où tu as une prédiction à faire, mais que cette prédiction, elle dépend de plein de paramètres, comme dans notre cas où tu avais 0, 1 à la fin, mais tu as plein de paramètres d'entrée, ça, ils sont hyper forts. Par exemple, on parle souvent de la météo. La météo, c'est exactement ça. Tu as une prédiction une fois par jour, en gros, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il pleut, hein, donc c'est presque un bit. Mais par contre, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il pleut, ça dépend de plein de trucs. Les courants d'air chaud, la pression atmosphérique, j'en sais rien, tu as 1 million de paramètres. Et donc, tu vois que conceptuellement, tu vas pouvoir faire la même chose. Au lieu de prendre une combinaison de facteurs et de les tester, en fait, tu prends toutes les combinaisons de paramètres possibles, toutes les combinaisons de pression atmosphérique, toutes les combinaisons de température, ce que tu veux, et tu vas tout calculer en même temps. Et donc, tu auras ta réponse instantanément, en fait, pratiquement. Mais du coup, pour craquer des codes, c'est chiant, quoi. Pour craquer des codes, le cryptage RSA, c'est à ça que je pense que tu fais une référence, Ouais. C'est exactement la même chose. Pour rappeler, juste pour ceux qui nous regardent, tu as un nombre très très grand, ce qu'on appelle une clé, et tu cherches à le décomposer en facteurs premiers. C'est-à-dire que tu cherches deux nombres premiers très grands, dont la multiplication te donne ta clé. Là, ça, c'est pareil, c'est exponentiel, sauf qu'avec un ordi quantique, tu vas pouvoir tester plein de combinaisons de nombres premiers en même temps. Alors, dans le principe, c'est un poil plus compliqué, ce ne sera pas instantané, ce sera quand même polynomial, mais tu vois que tu vas pouvoir paralléliser en fait, le calcul, ton brute force, quand tu vas tester plein de nombres premiers, tu vas en faire plein en même temps. Le cryptage RSA, c'est 2 puissance n la complexité avec la taille de ta clé en bits. Donc on a vu à partir de 50 bits de longueur sur ta clé, tu ne le résous jamais. En quantique, c'est polynomial, donc avec un ordi quantique un peu énervé, ça se fait très très bien. Il y a un algorithme qui existe déjà, vous en aviez parlé, ça s'appelle l'algorithme de Shor, et ça fait exactement ça. Ça résout en fait RSA parfaitement. Donc en gros, l'algo de chiffrement qui fait marcher et qui sécurise l'ensemble d'Internet aujourd'hui a déjà la théorie, la version de ce que vous avez vu à l'écran, mais en plus compliqué évidemment. C'est juste l'ordi n'existe pas encore pour le faire tourner, quoi. J'avais une question parce qu'en pratique, tu disais, on détermine la position quand il y a un contact avec un atome ou un photon. Ouais. Et est-ce que du coup, pour des mesures comme ça, il faut refaire plusieurs fois l'expérience au cas où, parce que j'imagine que les ordinateurs quantiques ne sont pas complètement hermétiques à des photons qui seraient un peu parasites. Du coup, est-ce que ça nécessite quand même de faire plusieurs fois l'opération pour être sûr ? Exactement. En fait, malgré tous les efforts qu'ils font pour refroidir à 10 millikelvins, pratiquement au zéro absolu, pour isoler des vibrations, de la lumière, tout, malgré ça, tu as plein de bruit. Mais tu as un truc, par exemple, qui s'appelle les rayons cosmiques. C'est des particules de très haute énergie qui se déplacent pratiquement à la vitesse de la lumière. Qui traverse tout. Qui sont émis par les étoiles. Voilà. Ouais. Et comme elles sont à haute énergie, elles traversent tout. Et ça, ça te fait des mesures, quoi. Dans les faits, quand on dit IBM, ils ont un PC à 1000 qubits, en fait, c'est des qubits logiques. Pour chaque qubit logique, tu as à peu près 1000 qubits physiques derrière. Ok. Donc ton ordi, il a 1 million de qubits. Mais ce qu'ils font, c'est ils prennent 1000 qubits physiques et ils font un vote de majorité. Ils vont dire, il y aura du bruit, mais si on en prend suffisamment, en moyenne, ils auront raison. Et donc, c'est comme ça que tu limites ton bruit. Et justement, pour ceux que ça intéresse, c'est en particulier ce problème qui limite la progression de l'informatique quantique. Et il existe beaucoup de labos qui travaillent sur cette question, notamment un certain qui s'appelle Alice et Bob, qu'on avait interviewé justement, et qui avait une possible solution pour ces problématiques de correction d'erreurs, justement, que vous pouvez aller voir dans cette vidéo.